Oui, merci. Bonjour à tous, merci de votre présence. Alors, contrairement à Charlotte, ma présentation sera moins transversale. Je ne vais pas du tout présenter l'intégralité, enfin, je ne vais pas donner de vue d'ensemble des travaux réalisés lors de cette première séquence de chaire par l'École des Ponts, puisque je suis ingénieure de recherche au laboratoire Ville Mobilité Transport de l'école depuis seulement 1 an. Et mon sujet de travail est l'éco-conception de l'entretien routier. Donc c'est un peu plus spécifique. Et je m'excuse donc de ne pas donner une présentation en rapport avec le programme que vous avez pu recevoir. Alors, éco-concevoir l'entretien routier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire optimiser l'entretien routier d'un point de vue économique, écologique et social. Donc je vais vous faire une présentation en 3 points. D'abord, pour optimiser un système, il faut un peu comprendre le contexte dans lequel il s'inscrit. Donc je vous le présenterai, puis je vous expliquerai l'importance de l'interaction entre les véhicules et la route pour cette question. Et enfin, je donnerai quelques pistes que nous avons dégagées pendant cette première année de travail sur cette thématique. Alors, le mode routier, ça paraît un peu rétro, on parle surtout de transport en commun aujourd'hui dans les écoles d'ingénieurs, et pourtant c'est quand même le mode dominant. Il comptabilise plus de 80% des déplacements en passagers kilomètres comme en tonnes kilomètres pour le fret. Et il est aussi malheureusement polluant, puisque rien que du point de vue climatique, il concentre 90% des émissions de gaz à effet de serre totales des transports. Dans les pays développés, le mode routier, c'est à peu près 20 à 30% des émissions carbone totales. Donc c'est vraiment un sujet très important que d'optimiser le transport routier. Alors aujourd'hui, le réseau routier en France, il est mature, c'est-à-dire qu'on construit très peu de nouvelles infrastructures. Donc il y a 2 façons d'optimiser le transport routier. Soit on optimise la façon dont ça fonctionne, donc comment on utilise l'espace routier existant, quel véhicule on met dessus, ou alors on optimise l'entretien routier. Je vous expliquerai davantage pourquoi tout à l'heure. Alors pour optimiser le système, il faut savoir un petit peu quels sont les jeux d'acteurs du système. Le transport routier aujourd'hui se divise de manière assez marquée en 2 sous-systèmes qui sont produits et gérés de façon différente. D'un côté, on a tous les acteurs liés à l'infrastructure, de l'autre, ceux liés au véhicule, et puis à l'interface, on a le trafic. Alors, côté infrastructure, eh bien, il y a les décideurs qui pilotent les collectivités publiques responsables des infrastructures routières, qui à leur tour pilotent les programmateurs, les constructeurs et les gestionnaires, qui sont donc parties prenantes, enfin, qui s'occupent de produire, de définir des projets et ensuite de gérer les infrastructures. Côté véhicules, eh bien, on a forcément les constructeurs automobiles qui vont produire des véhicules selon les normes qui sont gérées au niveau européen ou français. Et puis, en fonction des systèmes produits, on va avoir des acheteurs qui peuvent être les particuliers qui deviennent des automobilistes ou alors les transporteurs qui vont acheter les poids lourds. Et à l'interface, on a tout ce qui est acteur du trafic. Côté contrôleur, est-ce que les véhicules respectent les lois, donc c'est les forces de l'ordre qui dépendent du ministère de l'Intérieur. Et puis les informateurs, donc ceux qui collectent les informations trafic, les analysent, les utilisent pour optimiser le trafic et les renvoient vers les usagers. Maintenant, quelles sont les optimisations du mode routier qui se font aujourd'hui? Justement, comme les acteurs sont très partagés entre un côté les gestionnaires d'infrastructures ou les producteurs d'infrastructures et de l'autre ceux du véhicule, et on va retrouver un peu la même chose.
côté optimisation. Mais d'abord, quels sont les cadres d'optimisation? Côté infrastructure, on a des indicateurs issus de la loi organique relative aux lois de finances. Par exemple, je pense à l'IQRN, qui est l'image qualité du réseau national, décliné pour le réseau autoroutier et départemental également, et qui permet de gérer les enveloppes d'entretien routier. Je pense aussi au Grenelle de l'environnement en 2007, qui a ensuite donné naissance à la Convention d'engagement volontaire des constructeurs routiers en 2009. Et puis, bien sûr, les contraintes économiques. Les contraintes économiques, forcément, c'est des contraintes, mais ça permet aussi parfois d'optimiser les systèmes, parce qu'en dépensant moins, eh bien, parfois, on pollue moins également. Côté véhicule, il y a au niveau européen les normes Euro, que vous connaissez bien, je pense. Le Grenelle de l'environnement a également donné naissance au système de bonus-malus, et puis toujours ces fameuses contraintes économiques. Au niveau des types d'optimisation, eh bien, d'un côté, on a celle de l'infrastructure, de l'autre, celle du véhicule. Côté infrastructure, on a des optimisations environnementales et économiques à l'échelle du matériau, sur la formulation, le mode de production, à l'échelle du projet. Comment on met en œuvre le projet, quel tracé d'infrastructure sur projet neuf on choisit, comment on planifie les travaux. Et puis au niveau gestion, la gestion de l'entretien routier, la viabilité hivernale et la gestion dynamique des voies par exemple. On a aussi les optimisations économiques, voire socio-économiques. Et puis côté véhicule, toujours les optimisations environnementales et économiques à l'échelle du matériau, mais toutes les innovations pour réduire également les consommations, donc ça peut être le downsizing, la réduction des masses des véhicules, les systèmes d'aide à la conduite, par exemple le stop and start, et les innovations sur les systèmes, par exemple trouver une place pour le véhicule électrique, tout le travail sur les véhicules hybrides. Et puis les optimisations sur la gestion, je pense par exemple au business model de Michelin qui ne vend pas ces pneumatiques poids lourds, mais les loue au kilomètre et les entretient. Et les outils d'optimisation, quels sont-ils? Eh bien des deux côtés, on peut utiliser l'analyse de cycle de vie qui vous a été présentée déjà par Charlotte. Côté infrastructure, ce sont souvent les éco-comparateurs qui sont utilisés. Ce sont des outils basés sur des analyses de cycle de vie tronquées qui sont issus des discussions grâce à la Convention d'engagement volontaire. On peut aussi utiliser les bilans socio-économiques et les analyses de coûts en cycle de vie. Côté véhicule, en sus de la CV, eh bien, on peut utiliser les bancs d'essai et les systèmes de gestion de la maintenance assistés par ordinateur. À l'interface, les optimisations portent sur l'information trafic qui est très très importante parce qu'elle permet non seulement d'améliorer la sécurité des usagers sur la route en donnant les informations sur les accidents, mais également donc, de permettre la congestion et donc la consommation en carburant et le temps passé dans les véhicules. Je vais peu détailler cette slide puisque l'analyse de cycle de vie a déjà été présentée. Mais en fait, c'était pour expliquer qu'aujourd'hui, autant l'analyse de cycle de vie est un merveilleux outil pour optimiser un système d'un point de vue environnemental, autant d'un point de vue économique et encore plus social, c'est pas un outil pour l'instant suffisant et c'est pas son but non plus. Et puis on a des difficultés de méthodologie, par exemple sur l'analyse de cycle de vie routier, eh bien on a du mal à tenir compte de la phase d'usage parce qu'un véhicule quand il passe sur une route il l'use, mais la qualité de la route va aussi plus ou moins user le véhicule, il va plus ou moins consommer de carburant, et puis la route, elle va aussi avoir un impact sur l'îlot de chaleur urbain, puisque les chaussées en noir, eh bien, elles accumulent de l'énergie. Elle va avoir un impact aussi sur le pic de ruissellement, puisque les chaussées imperméabilisent
le sol, etc. Et puis on ne sait pas encore comment tenir compte, enfin on ne sait pas très bien comment tenir compte de la fin de vie en analyse de cycle de vie, puisque nos réseaux ne sont pas assez vieux pour qu'on sache à quel moment, mettons, les couches inférieures de chaussée seront ruinées. Voilà. Et puis aussi, du fait de cette dualité, enfin de cette section entre les acteurs des infrastructures routières et les acteurs des véhicules, eh bien, on n'optimise pas de façon maximale le système, parce que vous savez que la somme des optimums de systèmes est moins efficace que l'optimum de la somme de deux systèmes. Du coup, ce qu'on a fait, on a considéré, pour faire une analyse de cycle de vie, une route et son trafic. À partir de données de la base Eco-Invent, on a considéré 1 km de route moyenne suisse et les véhicules qui roulaient dessus pendant 30 ans, donc les véhicules qui étaient usés, qui consommaient de l'énergie, etc. Côté infrastructure, on voit que les phases de mise en œuvre des matériaux, construction, entretien, extraction, représente un peu plus d'un tiers des consommations énergétiques sur 30 ans. Et la maintenance qui inclut tout ce qui est signalisation horizontale, désherbage, maintenance hivernale et éclairage représente quasiment 2 tiers. Côté véhicule maintenant, eh bien, on voit que la consommation de carburant est largement en tête dans les postes de consommation énergétique sur 30 ans, puisqu'elle comptabilise plus de 3/4 des consommations. Maintenant, si on regarde à l'échelle nationale les dépenses en entretien que représente le réseau routier, on voit que sur 2011, cela représentait 18 milliards d'euros, alors que les coûts nationaux d'exploitation des voitures particulières en 2012 étaient de 93 milliards d'euros, dont 49 milliards en maintenance et 44 milliards en carburant et lubrifiant. Du coup, si on regarde maintenant le système complet sur la route et le trafic dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la même étude donc, on voit que toujours le poste énergétique en carburant est largement en tête et compte pour plus de 2 tiers des consommations énergétiques. Et c'est là que je vais expliquer pourquoi l'interaction véhicule-route est importante. Vous voyez un peu venir le truc, je pense. Voilà un extrait d'un rapport publié par la Banque mondiale en 1998. Quand on laisse une route se détériorer, chaque euro économisé en maintenance par an fait augmenter les coûts d'exploitation des véhicules de 1,4 à 45 euros par an selon le trafic. C'est une étude qui a été réalisée sur 34 pays. Bon, c'est une étude qui date un peu, mais elle nous fait comprendre que selon la qualité de la chaussée, on va avoir des coûts d'exploitation des véhicules qui vont évoluer. L'état de la chaussée, en effet, a une influence sur la durée de vie des pièces des véhicules routiers et sur leur consommation également. Comme la consommation, on vient de le voir, est le poste énergétique le plus important sur 30 ans, c'est l'interaction véhicule-chaussée d'un point de vue consommation que je vais développer maintenant. Alors, un véhicule pour se mouvoir doit s'opposer à des forces de résistance, résistance au roulement, résistance aérodynamique qui sont des forces de frottement, les résistances inertielles dues à la gravité, les résistances dues à la pente et à l'alignement. Du point de vue de la résistance au roulement, il y a 2 choses, ça inclut 2 choses. Non seulement les pertes par hystérèse qui se font, en fait, c'est du frottement dans le pneumatique et qui dépend du pneumatique, mais également le frottement pneumatique chaussé.
Et du coup, si on regarde, si on segmente les caractéristiques de surface de chaussée en fonction de la longueur d'onde, on peut voir à peu près à quelle longueur d'onde la résistance au roulement et de quelle longueur d'onde la résistance au roulement est dépendante. Alors entre 5 cm et 50 cm, c'est ce qu'on appelle la mégatexture. Et on voit que, donc en rouge, c'est mauvais. Ça veut dire que quand la mégatexture augmente, eh bien, il y a un effet négatif sur la résistance au roulement et donc sur les consommations énergétiques des véhicules. De même pour l'uni, roughness, et de même pour la macrotexture. Maintenant, après avoir réalisé une petite étude bibliographique, on voit que l'uni sur le panel de chaussée testé peut avoir une influence en surconsommation jusqu'à 11%, la mégatexture également, et la macrotexture jusqu'à 7%. Il y a une loi qui a été publiée récemment aussi, une loi générique de calcul du coefficient de résistance au roulement, qui montre bien que ça dépend de la macrotexture et de l'IRI, qui est l'indice national de rugosité, traduit mot à mot, et qui en fait inclut la mégatexture et l'uni. Alors ça, c'est une étude californienne qui montre justement l'impact de la qualité de resurfaçage sur les consommations énergétiques d'une route sur 5 ans. Alors, plusieurs scénarios ont été testés. 2 types de resurfaçage. Un resurfaçage dit smooth, donc lisse, avec un IRI d'1 mm après travaux, et puis un resurfaçage moins lisse à 1,7 d'IRI après travaux. Et après, on a testé la sensibilité à l'augmentation du trafic. On voit que avec un resurfaçage plus lisse, eh bien, sur 5 ans, on fait l'économie de 35 millions de mégajoules sur cette route. Donc maintenant, quelles pistes d'éco-conception d'entretien routier on a dégagées en 1 an ? Eh bien, comme sur l'étude californienne, il faudrait étudier des scénarios d'entretien routier. Pour ça, il faut savoir quelle technique d'entretien on utilise à quel moment sur la route. Et de ces techniques d'entretien et de cette planification vont dépendre, et des matériaux de la chaussée également, vont dépendre l'évolution des caractéristiques de chaussée. Donc les différentes textures, uni, mégatexture, macrotexture, mais également l'évolution structurelle. Mais ça dépend, ces lois, de même que la planification et les techniques, dépendent de l'environnement dans lequel la chaussée est plongée, donc les conditions climatiques, et de la qualité de la chaussée elle-même, donc granulat et liant. Ensuite, au niveau de la planification, eh bien, si on regarde ce qui s'est fait ces dernières dizaines d'années, on a des pas de temps de travaux d'entretien qui vont de 8 à 25 ans. Sur le réseau routier national, il y aurait un optimum de 12 ans. Au niveau du choix des techniques d'entretien, c'est pas beaucoup plus simple parce qu'il existe plus d'une centaine de techniques qui sont d'ailleurs référencées dans l'excellent logiciel TrackExpert. Et puis au niveau des lois d'évolution des caractéristiques, donc il faut considérer l'évolution de surface et l'évolution structurelle. Mais ces lois ne sont pas vraiment matures non plus aujourd'hui. Du coup, après, une fois qu'on aurait établi ces scénarios d'entretien, on pourrait les évaluer en utilisant les outils que je vous ai préalablement présentés, mais sur système complet cette fois. Donc voilà nos idées pour s'attaquer à ce problème. Maintenant, on n'a plus qu'à relever les quelques difficultés techniques dont je vous ai parlé. Merci.